Hey, salut les confinés, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, et j'ai décidé de vous faire une petite capsule facultative, simplement pour que je prenne un 5 minutes là, pour discuter un petit peu de la situation du COVID-19, ben, du point de vue médiatique. Si je doute pas que chacun d'entre vous, vous avez remarqué que dans le plan de cours, normalement, on aurait parlé des médias là, au retour de la semaine de relâche. Ça m'attriste beaucoup de ne pas avoir pu le faire parce que ça me passionne énormément. Vous allez avoir un aperçu là, d'un point de vue qu'on peut avoir par rapport aux médias dans le documentaire Le siècle du mois, puis du rôle des médias, puis principalement des publicités sur le comportement des masses et les relations publiques des gouvernements. Ceci dit, ça c'est le documentaire, mais aujourd'hui je vais juste vous parler de certaines choses. En fait, ben, l'impact de la crise du COVID sur le travail de journalisme. Ensuite, la situation un petit peu ici au Québec, au Canada. Puis peut-être un petit clin d'œil finalement à nos voisins du Sud, aux États-Unis. Voilà qu'est-ce qui se passe là, de ce côté-là, parce que c'est assez spectaculaire ce qu'on peut lire jour après jour dans les médias. Alors d'abord, l'impact sur le journalisme en général ben, est immense en fait. Tous les journalistes sont désormais obligés de travailler en télétravail. C'est des nouveaux outils, toute une nouvelle coordination. Mais ça se passe surtout dans un contexte d'effondrement des revenus publicitaires. Donc, étant donné bon, la chute de la bourse, ben, les entreprises privées sont de moins en moins portées à investir dans la publicité. Il y a des coupures partout. Donc, les revenus des groupes médiatiques sont en chute libre. Il était déjà auparavant, donc pour des médias qui ont eu de la difficulté, qui n'ont pas encore complété leur virage numérique, que leur revenu finalement repose principalement sur des revenus publicitaires, mais c'est très 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 dur. Ça risque d'achever certains groupes médiatiques, dont Capital Média entre autres, dans le coin du Saguenay puis du Lac-Saint-Jean. Donc, beaucoup de mise à pied. C'est un contexte qui est extrêmement difficile pour les journalistes, mais quand même, ces journalistes-là continuent de faire leur travail. Donc, vous voyez que jour après jour, il y a les mises à niveau, les mises à jour quotidiennes ben, des deux premiers ministres qui nous concernent, François Legault puis Justin Trudeau. Donc, parlons-en de leur point de presse. Écoutez, ça s'est jamais vu, c'est historique l'appui au Québec en ce moment de François Legault. Je suis persuadé même que la plupart d'entre vous trouvez qu'il fait un excellent travail. En fait, c'est l'avis de 94% de la population québécoise qui finalement donne leur appui à François Legault dans ces moments de crise. L'appui est peut-être pas aussi spectaculaire du côté de Trudeau au Canada, mais reste que son capital de sympathie est très 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 élevé en ce moment. Donc nos deux principaux politiciens sont très appréciés de la population. Ceci dit, ça complique quelque peu le travail des journalistes dans ce sens où, ben, après avoir été un petit peu déstabilisés en début de crise, les journalistes, maintenant, quand ils posent des questions qui sont un peu plus critiques aux administrations, que ce soit au médecin en chef ou que ce soit au premier ministre lui-même, ben, la population n'aime pas et il fait savoir finalement, puis il fait un peu du média bashing, donc c'est-à-dire que ça critique énormément le rôle des journalistes qui se retrouvent à être critiques de certaines décisions du gouvernement, du fait que le premier ministre a un capital de sympathie aussi élevé. Alors les passions se déchaînent un petit peu sur Internet, ça parle même, j'avais lu des commentaires Facebook que ça parlait de garder notre ami François Legault là, au pouvoir tient tant et aussi longtemps qu'il est en vie. Donc d'éliminer là, finalement le maximum de 2 mandats. Donc euh, du point de vue de Trudeau, pardon, aussi, là, au Canada. Donc, en tout cas, bref, ma tête partait dans toutes les directions. Là, c'est un peu scandaleux parce que c'est un peu un retour à la dictature dans des régimes qui sont plus autoritaires où ouais, voilà, les gens se gardent en place là, des années et des années. Bref, c'est pas le pantoute le but là, de Trudeau, encore moins de François Legault, mais les gens les aiment tellement que ça n'en parle.
Donc, le travail des journalistes dans ce contexte-là devient un petit peu plus difficile, d'une part parce qu'ils sont critiqués lorsqu'ils osent remettre en question certaines mesures du gouvernement, d'autre part parce que les fausses nouvelles de fake news pullulent sur les internets, spécialement dans les pages, les murs Facebook de nos amis, les baby boomers qui partagent des fois des images qui sont aucunement fondées, des messages qui viennent de n'importe où, qui parlent qu'il y a un vaccin qui existe déjà pour le coronavirus. C'est faux. Il y en a peut-être un qui va arriver en janvier prochain, donc dans à peu près un an. Ou encore des publicités d'huiles essentielles, comme quoi des huiles de ci, des huiles de ça pourraient guérir de la COVID. Donc ça aussi, c'est complètement faux. Bref, il y a un paquet de fausses nouvelles et en ces temps de crise, donc c'est excessivement important pour vous de reconnaître ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Il y a des manières assez simples de faire ça, c'est de vérifier la source pour premièrement, le premier réflexe que vous devez avoir quand vous voyez quelque chose, surtout si c'est sensationnaliste, du genre d'ici 2 semaines, l'île de Montréal va être complètement fermée à toute circulation. Avant de partir en peur, demandez-vous c'est qui a écrit ça en premier. Puis si c'est pas une source fiable, en partant, prenez ça comme une fausse nouvelle. Regardez la source, regardez un petit peu le point de vue, si c'est complètement biaisé, regardez même si votre point de vue ne peut pas influencer la manière dont vous percevez une nouvelle. C'est toutes des choses que vous devez garder en tête quand vous regardez l'information. Pour vous aider un petit peu par rapport à ça, j'ai laissé plus bas ici un lien pour que vous puissiez vous tester. C'est les décrypteurs qui font, si je ne me trompe pas, là, qui font ce petit outil-là. Il y en a plusieurs, je vais voir lequel que je mets. Mais bref, c'est un outil pour vous tester, ce genre de petit quiz qui vous aide finalement à vérifier si vous êtes capable de reconnaître une fausse nouvelle. Donc ça peut être drôle là, de le faire si vous avez un petit peu de temps libre là, au milieu des milliers de travaux que vous avez à faire de votre côté. Dernier point que je voulais aborder avec vous concernant la couverture médiatique du COVID, c'est la couverture aux États-Unis, la situation en fait aux États-Unis, avec un président qui est un menteur pathologique, qui est instable, on va regarder ça comme ça, mais bref, qui propage lui-même de la désinformation en disant que le COVID c'est une fausse nouvelle, qui encourage des manifestations anti-confinement. Ça, c'est assez spectaculaire. C'est même, il y a certains groupes qui se demandent est-ce que c'est pas un danger pour la santé publique d'avoir un président qui dit des choses comme ça. Alors, il y a des groupes médiatiques aux États-Unis qui se sont légitimement posé la question est-ce qu'on continue de faire la couverture des conférences de presse de quelqu'un qui est un danger public? Il n'y a pas encore eu de médias qui ont eu le culot de le faire, mais bref, la question s'est posée. Les journalistes font leur travail malgré tout, c'est-à-dire que maintenant, il y a les grands groupes médiatiques qui sont un peu plus sérieux, qui sont pas Fox News finalement, ou d'autres, finalement, font souvent des fact-checks, c'est-à-dire une étude de faits, savoir est-ce que ce que le président vient de dire, c'est des choses qui sont avérées, c'est des choses qui sont vraies ou pas. Donc, voilà, les journalistes continuent de faire un excellent travail lorsqu'ils vérifient effectivement les propos de ce président-là qui est Donald Trump. 30 millions d'Américains qui sont sans couverture, sans assurance aux États-Unis, c'est immense. C'est Bernie Sanders qui a malheureusement, comme vous le savez peut-être, abandonné la course à l'investiture démocrate pour laisser le champ libre à Joe Biden. Mais ce Bernie Sanders-là a martelé le même message tout au long de sa course, à savoir qu'il fallait un système de santé universel aux États-Unis pour couvrir les Américains. Et puis, cette crise-là du COVID n'a pas été suffisante finalement pour faire réaliser à certains de ces Américains-là que leur système de santé était complètement brisé. Quand même, l'idée a fait son chemin. Je ne partirai pas trop longtemps là, sur la politique intérieure américaine. Je vais avoir l'occasion d'y revenir peut-être au cours d'une autre capsule. J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé. Si vous avez pris la peine de l'écouter jusqu'au bout, j'imagine que ça vous intéressait un petit peu. Tant mieux. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, puis vérifiez vos sources. Ciao!